Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être présent. Je vois que des participants se connectent au fur et à mesure, donc ça commence à augmenter. Vous êtes assez nombreux, donc merci d'être présent pour ce troisième épisode d'une série sur le Portugal que nous avons appelé les webinaires de l'automne. Ce troisième épisode va nous emmener en Alentejo. Nous avons eu le premier épisode à l'archipel des Açores. Ensuite, nous étions à Porto et nord du Portugal. Et aujourd'hui, dans cette très très belle région, située entre, on va dire, la région centre, Lisbonne, et la région sud, qui est l'Algarve. Et nous allons retrouver aujourd'hui nos amis en direct que sont la région du tourisme de l'Alentejo, hein, pour être plus précis, l'agence de promotion touristique de l'Alentejo, et aussi des réceptifs, des prestataires qui vont nous présenter quelques idées, des suggestions d'itinéraires et de produits à proposer à vos clients. Alors, avec moi aujourd'hui, il y a l'équipe du tourisme du Portugal, dont je fais partie, ici à Paris. Il y a Rui Amaro, il y a Antonio Gonçalves, il y a Anne-Sophie da Cruz, et il y a aussi nos amis donc d'Express Conseil, notre agence de communication, avec notamment Colline qui est avec nous et Yanis. Voilà, je vais sans plus attendre vous dire aussi, avant de lancer les présentations, vous dire aussi en quelques mots quelle est l'idée globale qui est derrière cette série d'épisodes sur le Portugal. Nous voulions vous parler un petit peu de cet autre Portugal que vous connaissez peut-être moins bien et que peut-être vous ne pensez pas à proposer à vos clients. Évidemment, Lisbonne, Porto, l'Algarve, ce sont des incontournables que vous connaissez bien déjà et que peut-être vous proposez déjà beaucoup à vos clients. Mais il y a de très très belles choses à faire dans l'intérieur du pays, dans ce qu'on appelle nous les arrière-pays, que ce soit au nord comme on l'a vu l'autre jour, la région centre que l'on verra prochainement dans un prochain épisode, et l'Alentejo, cette très très belle région et très vaste région qui a beaucoup à offrir en termes de gastronomie, en termes de tourisme culturel, de randonnée, etc. Mais je laisserai Antonio Lacerda, qui est avec nous, le directeur de l'agence promotionnelle de l'Alentejo, vous en parler. Juste avant de terminer cette introduction, vous dire que le déroulé de ce webinaire, nous allons commencer donc par une présentation. Donc vous l'avez ici, je crois, sur l'écran que vous voyez, une présentation donc d'un réceptif qui va vous parler un petit peu de son offre. C'est Madame Catarina Gonçalves, d'un réceptif qui s'appelle Spira Heritage Tour. Ensuite, nous passerons la parole à la région de l'Alentejo pour une présentation de la destination avec quelques nouveautés, des idées assez étonnantes. On parlera notamment d'étoiles. Je n'en dis pas plus, vous verrez. L'étoile, le ciel, c'est assez sympa. Et nous irons ensuite avec un deuxième réceptif qui s'appelle Vagar Walking Tour avec Mélanie, qui elle aussi nous parlera donc de certaines idées à faire en famille, en couple, etc. Donc voilà, sans plus attendre, Antonio, tu es avec nous. Je te passe la parole. Merci bien, Jean-Pierre. Bonjour à tous. Et on doit commencer par présenter Catarina. Et je me permets de demander à Catarina qui passe son vidéo. Je pense que c'est Colline qui va le faire. On peut commencer avec la vidéo. Il n'y a pas. Alors oui, donc, on va lancer ça. Attends, Colline est avec nous? Colline, elle n'a pas branché son micro. Ah. C'est bon. Ah. Ben voilà.
eu não vivo mais, nem te sei de cor, nem te sei de cor. Levas as costas e o saco de pedras, deitas a carga fora e o coração à esfera. Quando os teus passos andam para trás, eu não vivo mais, nem te sei de cor. Et maintenant, je demande à Katharina pour partager avec nous. Voilà, merci donc pour cette vidéo. Effectivement, je me souviens maintenant, c'était moi qui devais la lancer. Désolé, Colline. Alors voilà, donc maintenant nous avons la représentante de Héritage Tour avec nous. Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle peut intervenir? Si, je vous entends parfaitement. Vous m'entendez aussi, j'espère. Très, très bien. Ok, merci. Alors, je ne vous vois pas. Vous savez que j'ai pas d'image. C'est-à-dire, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Je suis désolée. J'aimerais bien qu'on puisse se connaître à partir de ces images de l'ordinateur, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas la capacité de montrer l'image ici où je suis. En tout cas, on vous entend très, très bien et on a vu les très belles images de votre vidéo de présentation et ça donnait envie. Alors voilà, expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez et ce que vous proposez, un petit peu la philosophie de Héritage Tour. Merci. Alors, c'est très facile de comprendre, je pense. Nous sommes une petite entreprise qui s'est spécialisée en routes touristiques. En fait, on a copié de nos amis français ce mécanisme de travailler le patrimoine culturel. Donc, ce qu'on fait, ça fait déjà 22 ans, c'est de créer des routes thématiques qui nous aident ou qui aident nos clients à connaître un peu mieux ces endroits, ces territoires qui n'ont pas du tout la structure qu'une Lisbonne ou qu'un Porto a en termes de ressources touristiques. Et donc, nous avons 4 routes thématiques et ce qu'on propose avec the brand Portugal Heritage Tour, Portugal, les Héritage Tour, ce sont des tours un petit peu plus longs, des tours de 5 ou de 7 ou de 8 jours, qui font tout un parcours dans ce patrimoine que normalement n'est pas du tout accessible à la plupart des gens. Donc, on travaille exclusivement dans la région de l'Alentejo, où ça fait longtemps déjà, et on propose des tours, comme vous avez vu sur la vidéo, on propose des tours thématiques autour justement du patrimoine culturel et naturel de l'Alentejo. En ce moment, nous avons des tours qui sont sur l'Alentejo, ce qu'on appelle Wild Alentejo, l'Alentejo du Nord, l'Alentejo central et aussi sur la côte de la route Vicentine. On appartient à la route Vicentine, à la Rota Vicentine, et on propose justement, je commence par là, des tours de 5 et de 7 jours, tout compris, mais qui, au-delà de la dimension naturelle de la route Vicentine, que je suis sûre que tout le monde connaît déjà, on propose, si vous voulez, l'autre côté de la route avec une immersion dans la culture de l'Alentejo, de cette région de l'Alentejo. Nos tours, normalement, ils ont du patrimoine culturel, c'est-à-dire du patrimoine architectonique, mais aussi beaucoup d'expérience. On croit que la meilleure façon de connaître un peuple et de connaître sa culture, c'est de mettre les mains à la pâte, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire des workshops, des ateliers qui nous aident non seulement à comprendre les traditions, mais aussi à être un petit peu plus proche des gens qui habitent cet endroit. Donc, par exemple, ce tour-là, il donne l'opportunité non seulement de connaître les pêcheurs et l'activité des pêcheurs et d'être pendant toute une journée avec les pêcheurs de la Costa Vicentine, de la côte vicentine, mais aussi d'avoir une expérience de tissage traditionnel,
avec un monsieur qui en fait fait ce genre de travail. Et cette mix de patrimoine naturel, patrimoine culturel, mais aussi des expériences dans le format de l'atelier, je dirais que c'est la structure de tous nos tours, ceux qui ont 5 jours, ceux qui ont 7 jours, ceux qui ont 8 jours. Alors, je parlais justement de nos tours dans la route vicentine pour ceux qui aiment le côté plus naturel, mais pour ceux qui aiment par exemple le côté plus gastronomique, notre offre est centrée sur l'eau Alentejo ou Alto Alentejo, avec un partenaire qu'on a dans cet endroit, et on propose justement une immersion de la gastronomie de l'Alentejo pendant 6 jours. Ce programme que vous pouvez regarder sur le catalogue que je pense qu'on vous a distribué, il est aussi disponible dans la version self-guided. C'est-à-dire que ceux qui veulent connaître d'une façon un petit peu plus libre ce patrimoine de l'Alto Alentejo peuvent le faire avec la garantie que tout sera prêt quand ils arrivent dans chaque endroit, dans chaque expérience, dans chaque monument à visiter. En fait, je dirais pas un problème puisque je suis une personne très optimiste, mais une caractéristique de l'Alentejo, c'est que on a beaucoup de patrimoine, mais on n'a pas tellement de gens, et donc la plupart du patrimoine est fermé. Et ce qu'on offre avec le Portugal Heritage Tour, c'est non seulement cette immersion dans la culture de l'Alentejo, mais aussi la possibilité effective de rentrer dans des monuments que d'une autre façon, ça serait pas du tout possible. Et cela, on arrive à le faire parce que ça fait 22 ans qu'on travaille dans cette région. Donc, par exemple, le tour gastronomique, il est aussi disponible dans la version self-guide pour ceux qui ne veulent pas être du tout guidés, ils veulent être seuls. Je finirai avec le tour le plus ancien, qui est le tour culturel, avec 5 ou 8 jours de durée, et qui permet ce tour-ci, c'est celui qui est le plus dédié à la culture et à la façon de vivre à l'Alentejo. Il se centre sur la région de l'Alentejo centrale, donc depuis Évora, Borba, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Alentejo, l'Androal, avec bien sûr le Dark Sky, c'est-à-dire l'opportunité de regarder les étoiles à l'Alentejo dans tous nos programmes. Et ce tour culturel fait en fait le parcours de tous nos routes historiques. Comme je vous ai dit, c'est comme ça qu'on a commencé. On a créé la première route thématique au Portugal, qui est la route des fresques, la route de la peinture murale en 1998. Et qui est toujours là, et est aussi la plus grande route thématique de patrimoine culturel au Portugal. Et donc, ce tour culturel, il a un petit peu de tous nos routes, c'est-à-dire la route des fresques, une route de patrimoine immatériel, la route du marbre et la route de ce qu'on appelle le montade de la déesse, c'est-à-dire d'une caractéristique de notre géographie à l'Alentejo. Je finis disant seulement que tous nos tours sont de 4 à 8 personnes, et comme j'ai dit au début, tout est inclus, c'est-à-dire le logement, mais aussi le transport pendant le tour. On invite tous nos clients à arriver à l'Alentejo en train, puisqu'on a un train direct de Lisbonne à Évora, mais aussi à Beja, et aussi sur la côte, la route de la côte vicentine. Et les logements qui sont nos partenaires, ce sont des logements de qualité supérieure, et donc très très confortable et très beau la plupart des fois. Je dirais que ce sont des tours avec un impact culturel très fort, un effort physique faible ou moyen, moyen pour ceux qui n'aiment pas du tout marcher, donc voilà, pour ceux ça serait moyen,
et encore un niveau de confort très fort aussi, non seulement où on prend déjeuner ou les hébergements, etc. Donc, voilà un petit peu pour le résumé de nos tours. 3 tours thématiques de 5 à 8 jours, gastronomiques dans la région de l'Alto Alentejo, donc Marvão et au-delà de Évora. Le tour naturel sur la côte vicentine, dans le territoire de la route vicentine, et le tour culturel dans la région de l'Alentejo central, Évora, Beja et plusieurs petits villages qui sont au milieu de ces deux villes. Et voilà, je pense que je vous remercie puisqu'on doit passer aux autres intervenants. Catherine, où peut-on se diriger si nos amis agences de voyage peuvent aller consulter votre site pour avoir un petit peu plus en images les itinéraires que vous venez d'évoquer, pour qu'ils puissent voir un petit peu proposer avec vos différentes formules. Est-ce qu'il y a une plateforme, un site internet où ils peuvent se diriger? Oui, portugalheritagetour.com. Le site est en train d'être actualisé jusqu'à demain. Donc, ceux qui rentreront aujourd'hui verront toujours la page principale qui ne peut pas encore entrer. C'est l'information que vous avez sur le catalogue que vous trouverez sur le site. Et voilà, mais demain, vous arriverez à avoir toute l'information que j'ai ici résumée. Très bien. Ben, merci beaucoup. Il y aura probablement des questions en fin de session. Si vous êtes encore avec nous, on pourra toujours y répondre avec vous. Sinon, on répondra à votre place et on rappellera à nouveau aux participants votre lien, votre site internet pour qu'ils puissent avoir de plus en plus d'informations et consulter les itinéraires que vous nous avez proposés. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'Alentejo, donc la région du tourisme, à l'agence de promotion du tourisme de l'Alentejo, Antonio Lacerda. Bonjour à tous. Bonjour Antonio. Alors tu dois nous faire rêver un peu sur ta région finalement, puisque nos amis agents de voyage connaissent déjà évidemment quelques symboles de l'Alentejo, comme je pense à Évora, notamment. On parle beaucoup aussi de la côte, de Troya Resort, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à découvrir en Alentejo. D'ailleurs, avant que tu commences peut-être ta présentation, rappelez que Évora, qui est une très très belle ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais tu vas nous en parler, Évora a été en plus choisi pour accueillir un très bel événement auquel nous tenons énormément, puisque c'est un petit peu, si on devait résumer, on pourrait appeler ça le premier Davos du tourisme. C'est un événement où vont se réunir toutes les institutions qui représentent le secteur, au niveau politique, institutionnel, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, au niveau des ONG, des représentants donc des populations, parce que ça se veut être un événement très inclusif où les gens, les habitants participeront activement aux discussions. Et cet événement qui est magnifique, qui aura lieu donc le 5 et le 6 novembre à Évora, chez toi, Antonio. Et nous voulons que ce soit une première édition, de nombreuses éditions à l'avenir, et que ça devienne vraiment une référence de rencontre et de discussion pour le tourisme de demain, pour un tourisme réfléchi à tous les niveaux. Et donc voilà, c'est une petite aparté. Vous recevrez très prochainement une divulgation pour les agents de voyage ou les professionnels du tourisme qui souhaiteraient participer à cet événement, soit en présentiel, soit virtuellement, puisqu'il y aura aussi la possibilité de participer à ce bel événement, ce forum qui va s'appeler le A World for Tourism, et bien aussi à distance, de manière digitale. Voilà. Antonio, je n'en dis pas plus, c'est à toi. Merci. Merci bien. Je vous parle de l'Alentejo. L'Alentejo se démarque pour ses plaines ondulées, ses forêts de chênes de liège, ses vignes, ses chevaux. Il y a plusieurs choses qui fait la différence. La richesse de ces paysages sont une invitation permanente à un tourisme de nature avec une plongée dans l'histoire. Nous sommes précisément ce que vous regardez ici. Nous sommes au-delà des Tages,
jusqu'en face à Lisbonne. On commence là et nous avons tant à dire. Et je demande à Jean-Pierre pour changer de slide, s'il te plaît. Vous pouvez arriver en voiture, par avion, maintenant sur Lisbonne, ou sur Faro, c'est facile. Et dans cette région, convoitée depuis des milliards d'années, témoin des privilèges du passage de nombreuses peuplades, on devient vite très attaché à son histoire. Et cette image, c'est Évora. C'est le temple romain de Évora dans le centre-ville. S'il te plaît, Jean-Pierre, on peut changer. Et maintenant, on va vers Elvas. Colline, tu peux changer de slide? Merci bien. Bon, non, c'est là. Je dois dire que l'esprit d'un patrimoine tissé des cultures entrecroisées constitue les racines de l'Alentejo. Toujours fier de ses habitants, de ses traditions, de sa architecture et de son art de vivre. Mais comme nous regardons Castelo de Vide, je dois dire que Castelo de Vide est au bout de la montagne et abritait au XVe siècle une influente communauté juive. Celle-ci se convertit à la religion catholique et ces nouveaux chrétiens, les Maranes, ont édifié des églises chrétiennes, mais en même temps, ils continuent de pratiquer chez eux les rituels juifs en conservant leurs objets de culte soigneusement cachés en lieu sûr. Au cours du village, aujourd'hui, vous pouvez trouver encore la joudieria et la synagogue du XIIIe siècle. Et ça atteste la présence du Portugal d'une importante colonie juive, une des premières de l'Europe. Colline, si tu peux, on change. On va jusqu'à côté de Castelo de Vide, on va à Marvão. Marvão, vous savez que le château est la clé du Moyen-Âge en Alentejo. Et en Alentejo, les châteaux sont omniprésents pour toute la région, surtout au long de l'ancienne ligne de défense, et c'est la frontière avec l'Espagne. Colline, s'il te plaît. Nous avons bien aussi des influences mauresques. Et maintenant, on regarde Mertolin. Mertolin qui a la preuve que l'Alentejo a été sous l'influence arabe et berbère pendant environ de 501. La ville blanche de Mertolin, ce que vous regardez sur cette slide, est occupée par des murs au XVIIe siècle. Et elle abrite encore une étonnante église qui est simultanément une mosquée. Vous pouvez regarder à droite du château l'église qui est vraiment une mosquée. Colline, on peut changer. Et on va voir un autre type de patrimoine culturel qui est bien aussi classifié par UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Je parle de cante alentejano. C'est une façon de chanter polyphonique, simple et poétique, qui est interprétée par des hommes et des femmes pendant les travaux à la campagne. Et Pauline, s'il vous plaît. Je peux parler aussi des fabrications des sonneilles, qui c'est aussi patrimoine immatériel de l'humanité. La sonneille portugaise est une cloche munie d'un seul battant interne et généralement suspendue au cou des animaux. Et c'est l'unique endroit au Portugal et même en Europe où ça se fait. Colline, s'il te plaît. E je vais parler de barro figurativo de Estremoz, des figurines d'argile d'Estremoz.
cette production, ça monte au 17e siècle et on fait des icônes, c'est une de nos icônes de l'artisanat. Elles décrivent les métiers, les traditions et les dévotions populaires. Merci bien, Colline. Et on va se promener pour la le São Pedro do Carvalho, c'est le plus grand centre poitiers du Portugal encore. Il y a des jeunes personnes qui commencent à ce moment à faire des poitiers et ça préserve la culture locale. Une autre fois, je vous demande de changer de slide. Et maintenant, on commence une promenade gastronomique. On vient en Alentejo pour sa cuisine de terroir. Ici, s'identifie de très près avec son peuple. Elle est simple et copieuse et tu peux changer, s'il te plaît. Le secret réside dans l'usage savant des herbes aromatiques et des plantes. La tradition remonte au Moyen Âge, au temps des nombreux convents qu'on a, et qui s'y donnaient à la culture des herbes aromatiques et des plantes médicinales. Ça devient une gastronomie très différente et très bonne pour la santé. Et on va vers le vin. Le vin, l'Alentejo, c'est le plus grand producteur du vin au Portugal. Colline, si tu peux changer de slide, je remercie. Et on produit du vin depuis des millénaires. La plupart des vins de l'Alentejo sont des vins d'assemblage composé. Composé de plusieurs variétés de raisins qui bénéficient des caractéristiques uniques de son terroir. La composition de ce vin varie selon le sol des différents sites grâce à un climat très chaud et ensoleillé. Et ça devient un vin très, très différent des autres. Vous faites des vins qui sont très bons, qui sont bien aussi d'assemblage composé, mais comme nous avons plus de chaleur, nos vins sont différents, sont plus forts. C'est souvent, on peut rencontrer des vins blanches avec 15 degrés ou un vin rouge avec 14-15 degrés. Tu peux changer, Colline? Et les expériences avec les vins. Le vin, c'est singulier et naturel et on a une tradition. La tradition, c'est qu'on dégoûte le vin pour la première fois chaque année au même temps des célébrations de Saint-Martin, le 11 novembre. Le 11 novembre, on goûte le vin pour voir s'il est bon, si l'année est une bonne année de vin ou non. S'il te plaît, on change. Et les forêts de chêne de Liège. L'Alentejo se marque pour ses forêts et ses climats secs et chauds, spécialement dans l'été, transforment cette zone de l'intérieur de l'Alentejo comme un coin des plus poétiques au Portugal. Et si vous regardez sur les arbres, vous voyez qu'il y a un numéro, c'est le numéro de l'an qu'on a retiré la liège de l'arbre. Et ça se fait une fois chaque 9 ans. Et après, on doit attendre une autre période de 9 ans pour retirer la liège. Et un autre slide, s'il te plaît. Et on va vers les plages. Les plages comme Alqueva, qui c'est un des plus grands lacs de l'Europe. Et ce petit peuple qui est au milieu de la photo s'appelle Monserrat. C'est un château, c'est pareil à Carcassonne, mais sans des touristes. Il habite dedans plus de 90 personnes. Et à son église, à son école, à sa mairie, il y a tout dedans, mais c'est petit, c'est fantastique. Quand on entre dans le centre, dans les murs, on sent que le temps s'est arrêté à Monserrat. Et le lac est là, tout à côté du petit village.
Une autre slide, s'il te plaît. On va vers les plages. L'Alentejo a deux types de plages complètement différents. Celle-là que vous regardez sur cette slide, c'est une plage nichée dans la falaise, d'une falaise abrupte. Et ça devient des petites plages presque privées avec de l'eau avec cette fantastique couleur. Précisément cette plage, c'est ma plage. C'est la plage où je vais tous les jours. Ça s'appelle Praia do Salto. Mais nous avons bien aussi des autres plages, des plages différentes qui, je demande de changer de slide, qui sont des plages de sable à l'or fin. C'est comme Comportac, c'est cette plage qu'on montre là-bas, c'est Comportac, la plage, je pense, la plus connue en France parce qu'il y a des personnes françaises qui habitent là-bas, qui ont sa maison de vacances comme M. Sarkozy, comme la famille royale du Monaco, comme le Bhoutan, etc., etc. Il y a plusieurs Français qui habitent à Comportac pour passer les vacances sur cette plage. On peut changer de slide et je vais vous montrer une chose vraiment spectaculaire. C'est un port qui est construit par les pêcheurs avec de la madère et c'est l'histoire de la rivière du Sado. Et la rivière du Sado, je demande de changer de slide, c'est l'unique endroit d'Europe continentale où vous pouvez observer des dauphins. Il y a une famille de 27 dauphins qui sont permanentement là. Tous les jours, on a des visites aux dauphins. Ils sont très amisteux, ils jouent avec nous. Et je peux dire que cette photo, je l'ai faite avec mon portable, parce qu'ils étaient si proches de moi, c'était possible de photographier comme ça. Un autre slide, s'il vous plaît. Et on peut faire des choses. On peut faire un tourisme de caractéristiques plus actives, comme par exemple des randonnées à pied. On peut marcher au rythme des paysages. Ici, c'est la route des pêcheurs à côté du mer, depuis à côté de la mer. C'est un parc naturel. Et tu peux passer à pied, tu ne peux passer avec voiture d'une autre façon. Et même dans ce chemin, le chemin des pêcheurs, c'est interdit au vélo. Mais on peut faire bien aussi des autres choses et je demande de changer de slide une autre fois, s'il vous plaît. On peut aller en balade en vélo pour découvrir la nature. C'est facile. Comme nous n'avons pas des grandes montagnes, c'est pas difficile de faire les balades à vélo. Mais il y a une autre façon de découvrir la nature, qui c'est, si tu peux changer de slide, c'est faire des randonnées à cheval, un tour à cheval avec ces chevals-là qui sont des chevals portugaises, s'appellent Lusitano. Nous avons un Lusitano qui est choisi pour être dans les proches Jeux olympiques, on va avoir des Jeux olympiques la prochaine année au Japon. Il y a un de ces chevals qui va être là, il s'appelle Barão. On peut changer encore? Antonio, juste une petite précision, c'est le haras national où est donc maintenue la race des Lusitanos se trouve en Alentejo. On se trouve en Alentejo, dans un village, un petit village qui s'appelle Alter, où il y a un hôtel spécial pour les personnes qui vont faire un tour à cheval, qui vont faire des randonnées ou seulement regarder les chevaux. C'est vrai. C'est au milieu de l'Alentejo, Alter. Et le cheval s'appelle Alter Real.
Et ici, c'est Alqueva. Cette zone inscrite comme réserve Dark Sky sur plus de 3000 km². On vous offre la possibilité, car dès la nuit tombante, toute lumière éteinte, vous aurez tout loisir d'observer le ciel. Le ciel comme ça. On n'a pas besoin d'équipement technique pour regarder ça. C'est vraiment des lumières. Vous savez que nous avons presque 320 jours sans des nuages par année. Et nous n'avons beaucoup de population. Nous sommes moins de 10 habitants pour kilomètre carré. Ça veut dire qu'on n'a pas la pollution avec la lumière. Et quand on regarde le ciel, on regarde vraiment les étoiles. Merci bien. Et merci pour m'écouter. Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer. Excuse-moi de t'interrompre juste Pardon, parce que tu m'entends là? Parce que juste pour préciser oui. sur le Dark Sky, parce que c'est vraiment exceptionnel. Il y a peu d'endroits dans le monde et peu d'endroits en Europe où l'on peut observer aussi bien le ciel étoilé, ce qu'on appelle donc ce Dark Sky, parce que les conditions, comme tu expliquais, doivent être réunies et il faut qu'il n'y ait évidemment pas de grandes villes qui produisent cette lumière, cette pollution de lumière qui fait qu'on ne voit pas finalement le ciel noir. Et en plus de cela, c'est organisé de manière à ce qu'on puisse vraiment faire ce fameux tourisme de Dark Sky, c'est-à-dire que chez toi, il y a les conditions réunies avec des prestataires qui sont organisés pour cela, par exemple des hôteliers qui vous proposent des espèces de cartes pour vous montrer un petit peu, pour vous aider à lire les constellations, Oui. etc. Et c'est une expérience en famille qui est vraiment exceptionnelle et que l'on retrouve très très rarement en Europe. Et au Portugal, je crois qu'il n'y a que 2 endroits, 2 régions où on peut avoir ce dark sky vraiment bien organisé. C'est vrai, c'est comme ça. Vous avez des animateurs qui vous aident à faire ça. Et les hôtels ont des équipements pour vous prêter. Ou si vous voulez, si vous êtes vraiment un amant de ces sujets et vous avez votre propre équipement, vous pouvez le faire installer sur un point spécial et connecter sur l'Internet chez vous. Et vous, à partir de votre ordinateur à la maison, vous pouvez regarder le ciel pendant la nuit. Et pour des étudiants, ça marche très bien parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller sur place pour regarder. Ils peuvent être au milieu de Paris avec toute la lumière de Paris. Et ils sont en train de voir le dark sky, le ciel noir, complètement noir. Mais on va passer pour l'hébergement. On a plusieurs des hôtels de 5 étoiles, mais ce ne sont pas des hôtels de 5 étoiles traditionnels. Par exemple, cet hôtel-là, à côté de Comporta, s'appelle Sublime et c'est un hôtel en bois, avec des petites maisons en bois. Et tu peux avoir 2 chambres, une chambre, 3 chambres connectées avec une cuisine avec la piscine, sa propre piscine qui est chauffée pendant l'hiver. C'est un hôtel vraiment particulier. Et je vais vous montrer un autre, bien aussi de ça. C'est le convent Pinheiro. Cet hôtel était un ancien couvent et maintenant c'est un 5 étoiles. Regardez, c'est précieux. Normalement, parce qu'il a sa propre église, il travaille encore, et c'est un hôtel qui est très choisi pour faire des mariages. Et on peut passer parce que nous avons plus des hôtels à vous montrer. Et maintenant, on vous montre les pousadas du Portugal. Les pousadas sont anciens châteaux qui sont transformés en hôtels. Vous avez ici la pousada du Crato, ce petit château
ou la Pousada de Évora, Pousada dos Loios, que c'est un couvent. Le prochain slide, j'ai plus deux posadas à partager avec vous. Une autre posada qui c'est un autre château, le château d'Alcácer do Sal, et bien aussi le château de Estremoz. Celui que vous regardez là, c'est dans le château. On peut dormir dedans, comme si tu étais le roi ou la reine. S'il te plaît, tu peux changer de slide. Nous avons nombreux hôtels de 4 étoiles qui sont du bon marché, qui ont un très bon service, une qualité qu'on doit dire que c'est super. C'est presque en 5 étoiles, ce sont presque des 5 étoiles, mais moins cher, mais avec un niveau de service très, très intéressant. Ces hôtels sont au milieu de Évora, mais je vais vous montrer plus des autres qui sont sur la campagne. Par exemple, à Santiago ou au milieu de la campagne, comme c'est ça que vous regardez ici, de Santiago Cooking Hotel. Et après ça, nous avons des hôtels ruraux, comme cela. Au milieu de la campagne, il n'y a rien autour de l'hôtel. Vous êtes au milieu de rien, au milieu de la... et vous avez tout. Vous avez la piscine, vous avez des chevaux, vous avez des activités pour les jeunes, pour des familles. Et ce sont des espaces fantastiques pour faire des séjours, pas à la plage, mais des séjours sur la campagne. Et après ça, nous avons plus de 200 maisons chez l'habitant. Ce sont des maisons particulières comme celle-là qui s'appelle Malhadinha Nova. C'est en même temps un producteur du vin. Et on habite avec les habitants, on vit avec eux, on mange avec eux, on comprend comment c'est l'histoire de la famille, pourquoi il fait du vin. Et tout que vous mangez, tout que vous buvez dans ce type de maison, ce sont des produits locaux, sont produits dans la propriété. Et je vais vous montrer encore une autre. On peut changer de slide, s'il te plaît. Ce sont des 3 étoiles, normalement au milieu dans le centre-ville, sont plus anciennes, mais sont une très bonne solution pour ceux qui veulent rester au milieu des villes. Et maintenant, les gîtes. Nous avons plus que 500 gîtes partout, sur tout l'Alentejo. Ce sont des gîtes maison, une qualité de service qui est superbe. Ici, vous pouvez bien aussi avoir du repas avec le propriétaire, mais on demande. Seulement on demande. Si tu veux dîner à la maison, tu dois demander ça au propriétaire en disant que je veux avoir dîné avec vous, c'est possible. Il te dira immédiatement que oui. Ces gîtes ne sont pas chers. Il reste des endroits qui sont merveilleux. Et avec ça, je termine. Je vais partager avec tout le monde mes coordonnées. C'est le site web où vous pouvez voir plus, savoir où que faire, où dormir, que manger. C'est ça. Et maintenant, Jean-Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Je vais vous lancer maintenant la vidéo pour terminer. Non, d'abord, je crois qu'on fait d'abord un petit tour par nos amis de Vagar Walking Tour. C'est bien cela, je crois. On va d'abord, ensuite on finira avec la vidéo. Juste pour, en 2-3 mots, avant de passer la parole à Mélanie, je reconnais aussi ma caméra pour qu'on me voit, voilà, le temps que je parle. Juste, je retiens quelques petites choses très rapides. Antonio, tu nous as parlé de village historique.
Tu nous as parlé de villages fortifiés. C'est vrai que c'est très intéressant pour faire des petites balades, des petits circuits, notamment en famille, en voyageant dans le temps, dans ces très très beaux villages fortifiés et notamment dans ces pousadas du Portugal, ce réseau donc d'hôtels qui sont implantés dans des manoirs, dans ces châteaux. C'est fantastique. Et comme tu disais, Antonio, c'est vrai, et très honnêtement, pour ceux qui connaissent ce produit, les agents de voyage qui connaissent ce produit, c'est vraiment un rapport qualité-prix très, très intéressant parce que on a vraiment des tarifs très abordables et on est dans des conditions vraiment fantastiques de logement et de dépaysement. Tu as parlé donc des dauphins, c'est vraiment une particularité intéressante parce que on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour aller faire des balades en bateau et voir des dauphins avec les enfants, notamment en famille. Je pense aux vacances de la Toussaint. C'est vraiment une option très intéressante et très amusante pour les enfants et pas pour les enfants, pour les grands, les parents aussi. Le ciel étoilé, ça on l'a évoqué, c'est aussi une particularité, c'est assez étonnant. Et aussi les lacs, parce que on a parlé un petit peu de la mer, hein, cette très belle côte qu'il y a en Alentejo. Il n'y a pas que Comporta, il y a toute cette belle plage, ces belles plages, ces kilomètres de côtes et de plages, mais tu as aussi des lacs, beaucoup de lacs en Alentejo, équipés pour des activités nautiques, pour des activités en famille, et c'est aussi une option très intéressante pour faire des balades et faire un séjour mêlant à la fois le ludique, le loisir et un petit peu plus sportif si on aime faire un petit peu de choses plus motorisées et sportives sur ces lacs. Voilà. Mais je crois que Mélanie va nous parler un peu de tout ça puisque c'est une entreprise, donc un réceptif qui a beaucoup de choses à proposer justement en activité à nos amis agents de voyage. Mélanie, tu es avec nous, je te passe la parole. Alors Mélanie, on va te mettre ton micro. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, bonjour à tous, je suis Mélanie Wolfram de Vagar Walking Tours. Ça fait maintenant 7 ans que je suis, bientôt 8 ans que je fais des tours dans cette magnifique région. Derrière moi, d'ailleurs, vous pouvez voir le château d'Arraiolos, dont je reparlerai. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce que nous faisons, parce que je ne suis pas seule maintenant. Ça fait 2 ans que je suis avec une collègue. Donc, moi et Diane, nous offrons des visites culturelles et pas seulement culturelles, ou alors toujours culturelles si nous mettons aussi la gastronomie et l'artisanat dans la culture, évidemment. Donc, finalement, ce sont toujours des visites culturelles. Je vais vous en présenter quelques-unes, mais finalement, d'après ce qu'Antonio Lacerda vient de vous montrer, nous proposons tout cela. À vrai dire, on s'adapte à ce que le client souhaite. Donc, nous n'avons pas tellement des thématiques fermées, on va dire. Notre force, on va dire, c'est que nous nous adaptons à ce que le client, l'agence souhaite et nous formulons ensuite que ce soit une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, ce que vous souhaitez. Donc, je commence par Évora, évidemment. L'incontournable ville d'Évora, la plus grande ville et magnifique patrimoine au centre de l'Alentejo. Nous donnons une visite qui peut durer une demi-journée ou même une journée entière selon les intérêts, qui peut se mélanger avec une dégustation de vin par exemple. Nous pouvons passer le prochain slide d'ailleurs, parce que là, ici c'est l'église de Saint-Tintin, ici c'est la cathédrale. C'est la plus grande cathédrale du XIIIe au Portugal, donc une vue du cloître, un de mes lieux préférés. Et donc, nous proposons des visites d'Évora, comme je vous dis, selon l'intérêt de chacun. Pour Évora, et ça peut être le prochain slide, nous avons aussi créé depuis 2 ans un jeu pour les familles. Ça s'appelle Play Évora. Et c'est pour pouvoir découvrir l'histoire d'Évora de façon ludique avec ses enfants. Alors, ça, c'est le seul produit que nous avons sans notre accompagnement, c'est-à-dire que nous remettons un sac avec des livres d'activités à l'intérieur et les parents avec les enfants peuvent découvrir Évora pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps qu'ils veulent, grâce à ce petit livret aux questions-réponses avec des dessins, des croquis, des questions d'observation, etc. Donc, c'est un produit qui marche très bien. Et pour les vacances de la Toussaint, pourquoi pas essayer notre Play Évora que nous avons en 4 langues, anglais, français, portugais et en hollandais.
Voilà. Sinon, nous proposons aussi, ce sont le prochain slide, des tours dans la nature, parce que de plus en plus, on nous demande justement de voir un petit peu ce qu'il y a autour du patrimoine édifié. Alors ici, nous avons un exemple, par exemple, des mégalithes. C'est un des plus grands cercles de pierres d'époque néolithique que nous avons à 12 km d'Evora. Et donc, nous avons tout un parcours qui présente ces on peut dire monuments, ces pierres édifiées il y a des milliers d'années. Mais nous proposons aussi des tours dans la nature, c'est-à-dire au long de l'aqueduc d'Evora, par exemple. On peut montrer le prochain slide. Voilà. Ici, c'est une balade près du château d'Arraiol, que vous avez derrière moi d'ailleurs. C'est une vue ressemblante à celle que j'ai maintenant d'ailleurs. Et vous pouvez voir le printemps en Alentejo. Ce sont des véritables tableaux de Monet. C'est du Van Gogh. C'est incroyable la beauté de cette région. En avril, mai, on baigne dans la couleur de différentes fleurs et aussi les odeurs délicieuses. Mais nous pouvons aussi voir d'autres choses totalement différentes. Là, j'ai pas de slide là-dessus, par contre, mais ce sont ça a à voir avec la nature, mais c'est quelque chose de très différent, comme par exemple les porcs noirs. Alors oui, ça sent pas la fleur, les porcs noirs, mais ça sent pas mauvais non plus. C'est un produit qu'on nous demande de temps en temps, et car on ne trouve que ces porcs noirs en Alentejo, qui offrent une viande d'ailleurs délicieuse. Donc on peut aussi visiter comment dire, des propriétés qui font cet élevage, on peut dire même biologique, de ces porcs noirs qui mangent le gland des chênes lièges et des chênes verts. Voilà, prochain slide, nous faisons aussi le tour, comme disait Antonio Lacerda, nous avons énormément de châteaux en Alentejo, une cinquantaine de châteaux. Alors nous montrons essentiellement ceux du nord Alentejo, mais à vrai dire, on peut aussi descendre un peu plus dans le sud. C'est plutôt ce que l'on nous demande d'ailleurs, c'est plutôt ceux qui sont entre Evora et l'Espagne, Elvej, comme le prochain slide. Alors ici, c'est Arraiolos, le seul château circulaire que nous avons en Alentejo. Le prochain slide, c'est la forteresse d'Elvas sur le prochain slide. Ah non, pardon, je me suis trompée. Ce prochain slide, c'est pas encore Elvas, c'est Belver sur le Tage, un autre château d'époque médiévale. Donc, nous pouvons aussi faire des routes thématiques. C'est vrai que nous proposons en général des tours qui mixent un petit peu la partie, on va dire, patrimoine avec le vin, avec la nature, etc. Donc, je vous montre plusieurs châteaux. Ça ne veut pas forcément dire que l'on va faire un tour uniquement des châteaux. C'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc, ça, c'est le château de Belver, dans l'extrême nord sur le Tage. Et le prochain, c'est celui d'Elvas, sur la frontière avec l'Espagne, une forteresse du XVIIe siècle, qui est d'ailleurs élevée au patrimoine de l'UNESCO depuis 2012, qui est une magnifique forteresse que l'on peut visiter aussi. Voilà. Nous, à part, donc, à côté de ces, au-delà de ces visites plus de patrimoine, nous avons aussi une grande demande et offre de cave à vin, évidemment. Donc, l'intérêt d'avoir un conducteur. Ah, pardon, j'ai oublié, j'avais ici aussi une photo sur le Liège. Mais c'est pas grave, on peut la remettre et je vous parlerai ensuite du Liège, aucun problème. Donc, je vous disais que il y a à peu près 300 caves à vin dans l'Alentejo, donc il y a de quoi faire un beau programme. Et puis, de toute façon, Diane ou moi, on vous conduit, donc vous pouvez boire autant que vous voulez, il n'y a aucun souci. Ce sont toujours de très bons moments que l'on passe. Je voulais aussi vous dire qu'au-delà des caves à vin, donc est un programme de plus en plus recherché avec la gastronomie évidemment, puisque la gastronomie alentejane, essentiellement faite à partir de produits locaux, est très savoureuse. Nous avons donc aussi des tours ou des programmes qui incluent tout ce qui a à voir avec l'artisanat. Et donc la photo d'avant, le Liège, c'est un des programmes que l'on offre parce que le Liège intrigue beaucoup. C'est une grande énigme pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu de chêne liège ou qui ne savent pas d'où viennent les bouchons. Et donc, on fait tout ce tour du Liège, mais aussi, là, je n'ai pas de slide, mais on fait aussi des tours de céramique, de sonaille, donc tout ce qu'Antonio vous a montré, les tapis faits à la main du village où je suis ici maintenant, derrière moi, on fait encore des tapis à la main. Bref, il y a une multitude d'offres possibles et
Diane et moi, donc la prochaine slide, la dernière à côté du vin, je vous montre notre équipe. Donc c'est ma collègue Diane et moi. Toutes les deux, nous sommes ici pour vous montrer de la meilleure façon possible les beautés de cette région. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui reviennent. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Mélanie. C'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'il y a plusieurs possibilités, qu'on soit en couple, que l'on soit en famille, comme on a vu l'animation que tu proposais, un petit peu ludique, sous forme de jeu, de découverte de Evora. Mais la nature aussi, alors je dis non, couple, en famille ou un groupe d'amis de 5, 6, 7, 8, 10 personnes. Et d'ailleurs, quand on est comme ça en groupe, ce que j'appellerais une tribu d'amis, ça peut être sympa de justement aller chez l'habitant, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Antonio Lacerda, avec ces hébergements très sympas, mais aussi les posadas et tous les autres hébergements que Mélanie pourra vous proposer ou que les réceptifs pourront vous proposer, et pour être vraiment, comme on le disait, loin de cette pression touristique, loin de ces gros resorts que l'on a un petit peu envie d'oublier pendant quelques temps, notamment après tout ce qu'on vient de tous, voilà, le confinement, ces histoires de Covid, etc. Ça fait du bien de se sentir dans la nature, en famille, entre amis, et de profiter vraiment de toutes les belles choses que la région a à nous offrir, et de la gastronomie, on l'évoquait tout à l'heure. Donc merci beaucoup. Alors Mélanie, tu as aussi un site des coordonnées? Voilà, alors d'ailleurs, je voulais juste vous dire que je suis ici à la terrasse de la Posada d'Arraiolos, voilà, juste pour vous donner envie. Donc, notre site, c'est vagarwalkingtours.com et nos mails, c'est mélanie@vagarwalkingtours.com ou info@, c'est plutôt Diane, vagarwalkingtours.com. Alors, notre site va être revu parce que malheureusement, il est un peu figé. On a dû en refaire un nouveau qui va, pendant cet hiver, sera lancé avec une meilleure image. Mais les mails, c'est le plus direct, on répond sous 24 heures. Très bien. Et c'est ça aussi qui est intéressant, ce sont ces entreprises, et il y en a beaucoup en Alentejo, ces petites et moyennes entreprises qui restent à taille humaine, avec aussi donc ce relationnel. Et ça, c'est aussi intéressant d'avoir pour un agent de voyage un relationnel avec des personnes et pas juste une entreprise, un réceptif. Il y a des fois des grosses machines plus impersonnelles. Et là, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un contact direct. On l'a vu avec Cataline tout à l'heure, avec Mélanie et sa collègue. Donc voilà, c'est aussi très intéressant pour les agents de voyage d'avoir quelqu'un au bout du fil que l'on connaît et qui nous répond rapidement. Ça aussi, c'est très important, c'est de répondre rapidement aux demandes de cotation, notamment pour les agents de voyage. Voilà. Merci Mélanie. On te retrouve à la fin, peut-être pour des questions-réponses, si jamais des gens avaient des questions à te poser. Donc reste avec nous. Et on va lancer maintenant, avant de terminer et d'arriver aux questions justement, cette petite vidéo de conclusion de l'Alentejo pour voir en images vraiment de quoi on a parlé, en images cette fois-ci, on va dire filmées. Je lance maintenant le film et c'est parti. Jean-Pierre, tu dois sortir l'image. Alors, est-ce que l'on voit maintenant Le Figaro called it the secret garden of Portugal. The Guardian described it as the most stunning coastline in Europe. A region of unparalleled beauty and authenticity, according to the New York Times. Unspoiled natural landscapes and great food. Monocle magazine. National Geographic calls it Portugal's time capsule. Let me
me tell you a secret. We call it Alentejo. Et voilà. Et donc voilà, c'était notre vidéo avec ces très belles images de la destination. Je vais demander donc à nos amis, mes collègues de l'Office du tourisme, mais aussi Colline, de nous rejoindre en vidéo et nous allons faire un petit point donc sur les questions qui ont été posées. Avant cela, j'ai aussi oublié de vous parler des liaisons aériennes. Alors c'est assez important parce que avec la crise sanitaire, évidemment, dans un premier temps, les liaisons aériennes ont été très touchées. Fort heureusement, aujourd'hui, ça a pas mal repris et aujourd'hui, la capacité aérienne est devenue raisonnable, si je puis dire. Là, j'ai pris quelques notes. Donc, aujourd'hui, pour aller en Alentejo, évidemment, le plus simple, c'est d'arriver soit par l'aéroport de Lisbonne, voire par l'aéroport de Faro, donc dans le sud du Portugal en Algarve, parce que ça dépend d'où vous souhaitez aller, enfin où vous souhaitez aller en Alentejo. Donc on a deux ports d'entrée, si je puis dire, assez pratiques, qui est ou l'aéroport de Lisbonne ou l'aéroport de Faro. Aujourd'hui, Lisbonne, avec la reprise progressive donc des vols, nous avons déjà quand même plus de 100 vols par semaine. Très exactement, actuellement 108 vols par semaine depuis une quinzaine d'aéroports. C'est-à-dire qu'en dehors de Paris, vous avez des aéroports comme Nantes, Toulouse, Lille, nous avons Marseille notamment, nous avons Bordeaux, Montpellier, Nice, etc. Donc, ça laisse quand même des opportunités et des possibilités pour vos groupes ou pour vos clients d'un peu partout en France. Et Faro, donc dans le sud du Portugal, donc là on a 26 vols par semaine, donc c'est évidemment moins que Lisbonne, mais c'est quand même intéressant. Ça peut aussi valoir le coup de faire directement un vol sur Faro. Voilà, c'était la petite parenthèse sur le transport aérien. Et donc, je passe la parole à Colline pour nous dire si on a des questions Oui. de nos amis, les participants. On a des questions. Alors, on a Patrick qui nous demande à propos de Portugal Heritage, est-ce qu'elle fait des programmes spéciaux pour les familles et est-ce qu'elle fait des programmes spéciaux œnologie avec des hébergements dans des propriétés viticoles et vraiment des expériences liées au vin? Est-ce que peut-être Antonio peut nous répondre sur Portugal Heritage et le type de produit qu'elle offre? Il faut activer votre Le micro, on n'entend pas, Antonio, le micro. Hop. OK. Maintenant, je pense que tout le monde m'écoute. C'est vrai, Catherine nous a parlé de ça. Ils ont plusieurs programmes autour du vin, ici à Portugal, ici dans l'Alentejo, et tout c'est possible autour du vin. Tu peux faire un spa avec des traitements du vin. Vous pouvez être producteur du vin par un jour. Vous pouvez faire l'assemblage du vin vous-même avec ce que vous voulez. Vous avez tellement des expériences que c'est quelque chose de fantastique. Nous avons plus de 320 producteurs et ces producteurs ont presque 100 enoturismo. Ça veut dire un espace où le tourisme et le vin se mesclent. C'est tout mesclé et vous avez des expériences, des véritables expériences complètement différentes une des autres. Il ne s'agit pas seulement de goûter de vin, c'est expérimenter la culture du vin, apprendre comment se fait le vin, savoir qu'il y a des vins qui se fait comme le Romain le faisait. Ça s'appelle Vinho da Talha. Et vraiment, le 11 novembre, c'est une fête. On va finalement voir si le vin de cette année est bon ou c'est pas bon. C'est toute une culture du vin que vous pouvez venir et essayer. Patrick nous demande aussi encore une autre question sur, mais cette fois sur les randonnées. Est-ce qu'il y a des chemins de randonnée de type GR comme on a en France, les oui, sentiers? bien sûr. Nous avons des randonnées qui sont complètement marquées comme les grandes routes. Nous avons plusieurs. Il y a des routes qui viennent de France, qui traversent l'Espagne et arrivent au Portugal.
Ici même, dans l'Alentejo, nous avons la Grande Route 11 et la Grande Route 16 qui sont très intéressants parce que ça devient de l'Algarve. Nous avons dans l'Algarve une grande route qui s'appelle Via Algarviana. Après, nous avons une autre grande route qui s'appelle Rota Vicentina, c'est GR11, et ça vient vers le nord, ça va jusqu'au bout, jusqu'à Santiago de Compostela. Et tous les chemins sont marqués avec les signaux traditionnels, conventionnels. C'est facile. Merci beaucoup pour cette réponse. Une question sur les dark sky. Vous avez déjà un peu parlé tout à l'heure des dark sky, mais est-ce qu'il y a des hébergements spéciaux qui permettraient de vraiment observer les étoiles depuis l'hébergement? Je pense à soit des solutions de ce qu'on appelle de glamping ou des hébergements vraiment. Non, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Vous avez des 5 étoiles qui D'accord. ont, comme par exemple Land Vineyards, vous avez l'hôtel, vous avez les chambres et comment s'appelle ça? Pardon, Jean-Pierre, tu peux m'aider? Le plafond, tu veux dire le plafond qui s'ouvre, c'est ça? Qui s'ouvre et Le qui toit est. ouvrant. Mais oui, c'est ça. Tu es dans le lit et tu regardes les étoiles dans ton lit. Et Ouais. c'est magnifique parce qu'en Ça, plus, c'est magnifique. cet hôtel, le Land Vineyard, est dans les vignobles justement. C'est-à-dire que vous Au avez milieu de la table, au milieu de la les vignette. vignobles, sur le ciel étoilé. C'est très romantique. Mais oui, bien sûr. Il y a plusieurs. Nous avons jusqu'à côté de Monsaraz, San Lorenzo Barrocal, c'est un autre 5 étoiles. Il faut seulement ouvrir la porte et sortir. Et après, tu vois le dark sky. Jean-Pierre, je pars tout de suite. Au milieu. Venez, venez, venez. Tu peux venir. Ensuite, j'avais des questions, surtout en fait pour répéter les noms des hôtels parce que vous aviez mentionné plusieurs hôtels dans votre présentation, Antonio. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on échange par mail et moi je vais les renvoyer aux participants du webinaire pour qu'ils aient les adresses des sites officiels. Vous pouvez aller sur le visitalentejo.com. D'accord. Vous trouvez tous les hébergements qu'on a. Vous pouvez choisir sur la carte. Ou vous pouvez choisir par des types, par l'endroit où vous voulez aller. Vous avez la liste complète de tous les hôtels avec tous les coordonnées. C'est facile. Vous pouvez choisir les 5 étoiles, les 4 étoiles, les posadas, ce que vous voulez. Et même les chambres d'hôtes, les gîtes, les tourismes chez l'habitant, tout est là. visitalentejo.com. Par ailleurs, quelques personnes posaient la question sur la possibilité de recevoir ces informations. Nous pourrons poster, nous allons mettre, on va dire, les replays donc, de ces épisodes, donc, de ces 7 épisodes, de ces 7 régions, sur une chaîne YouTube dédiée. Donc, on vous informera au fur et à mesure. On pourra refaire un mailing aussi, ou si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux et notamment sur les groupes LinkedIn. D'ailleurs, j'invite les personnes qui sont connectées. Nous avons créé donc 2 groupes LinkedIn, l'un dédié à la presse qui s'appelle le Portugal Media Talks et l'autre qui s'appelle le Portugal Trade Talks, dédié donc aux agents de voyage, tour opérateurs, etc., où l'on pourra remettre évidemment et les liens pour les replays de ces présentations, mais aussi plein d'informations exclusives, les programmes des éductours, des voyages de presse, etc. Voilà, vous tenir informés de manière privilégiée, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans ces groupes LinkedIn. Voilà, ce sera l'occasion et ce sera plus facile pour vous d'accéder à l'information. Je crois qu'on a fait le tour des questions, en tout cas, que j'ai reçues. Alors, si on a fait le tour, de toute façon, vous savez où nous joindre. Donc, vous avez maintenant les contacts et de nos amis donc, de réceptifs qui est avec nous aujourd'hui.
n'hésitez pas à leur poser des questions plus techniques, plus spécifiques sur leur programme. Antonio Lacerda et son équipe en Alentejo aussi, n'hésitez pas. Et puis nous-mêmes, ici à Paris, pour le marché français et pour le Luxembourg, parce que d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais nous devions avoir aussi quelques personnes aussi connectées avec nous aujourd'hui depuis le Luxembourg. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, puis on répondra à toutes vos questions. Et puis, si je dois passer un dernier message, voilà, le Portugal est riche de possibilités et ce n'est pas une destination d'abord uniquement estivale, la saison d'été. Ce n'est pas uniquement une destination de court séjour, de city break à Lisbonne ou à Porto. C'est une destination très riche où on peut proposer plein de choses pour les clients et qui apporte une vraie valeur ajoutée à l'agent de voyage, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec ces programmes. Ce sont des choses vraiment que l'on peut proposer à un client qui ne connaît pas forcément cette région et là, c'est une vraie valeur ajoutée aussi pour vous, agent de voyage, que de proposer ces possibilités sur plein de thèmes, on l'a vu, hein, l'énotourisme, la gastronomie, les visites culturelles, des choses plus ludiques, plus sportives, les randonnées, le tourisme équestre, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, le Portugal est riche de possibilités et la région d'Alentejo, qui était la région du jour, est vraiment une très belle région que nous aimons beaucoup parce que elle est très variée et avec de très belles choses à découvrir. Et puis il y a aussi une très bonne gastronomie et de très bons vins, puisqu'on parle aussi beaucoup des vins du Douro, on parle beaucoup des vignes verdés dans le Minho, mais en Alentejo, il y a de très bons vins. Voilà. N'est-ce pas, Antonio? C'est vrai, et je dois dire que la relation de prix et la qualité ici sur l'Alentejo, c'est la mieux. Vous pouvez acheter sur le supermarché un très bon vin par 4 €. Ici, Un bon rapport qualité-prix. Un bon rapport qualité-prix. Vous payez quelque chose comme 8 € ou 9 € par une bouteille, ça veut dire que vous êtes en train d'acheter une réserve. Un vin très bon. Rappelons déjà qu'un café au Portugal est très souvent en dessous de 1 €. On est plutôt dans les 70 centimes, 50 centimes. 50 centimes. Alentejo, encore moins cher. Ah oui, encore. Ça fait rêver. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On va conclure, je pense, ce tour de l'Alentejo. Et puis, vraiment vous remercier. Vous étiez quand même assez nombreux à être avec nous aujourd'hui. On vous souhaite aussi, on en profite pour passer un message de solidarité. On pense beaucoup évidemment à la profession, au secteur, aux agents de voyage, aux tour opérateurs, aux groupistes, mais à tous les métiers, depuis l'hôtellerie jusqu'aux guides, jusqu'aux chauffeurs de bus, tous les métiers qui entourent cette famille du tourisme. On pense beaucoup à vous et on se souhaite bon courage à tous et que la reprise se fera très bientôt, on y croit. Et on sera là en tout cas quand vous serez prêts et quand vos clients seront là. Merci beaucoup et à très vite. Pour le prochain épisode qui aura lieu maintenant mardi, c'est mardi, c'est ça? C'est mardi, oui. Sur Madère. Si je me trompe C'est pas. mardi avec nos collègues de Madère. Voilà, donc mardi, nous À bientôt. volons Madère. À bientôt, l'Alentejo. Merci Mélanie. À bientôt. À Oui. bientôt, Mélanie. Gros Antonio. Yamaro, Antonio et à vous qui étiez avec nous. À très vite. Prochain épisode.